vérités qu'on a validées par notre expérience, par notre vie, et on va les comparer en permanence. Et comparer ces deux paroles va amener une dissonance. Et cette dissonance, elle est à prendre avec beaucoup de sérieux d'une certaine manière, parce qu'elle est la raison pour laquelle le message non duel, qui est d'une simplicité extrême, ne peut pas passer les portes de la compréhension, parce que le message est en permanence rejeté. Et ce rejet, c'est cette dissonance qui le produit. Donc, on ne passera pas en force, parce que plus de force va amener plus de résistance. C'est pas très intéressant. On va essayer de passer en douceur, mais de façon suffisamment rusée pour que le mental se relaxe et accepte un nouveau type de message, un nouvel type d'information, et qui, à un moment donné, ait la possibilité de valider cela et de le prendre comme un nouveau point de départ de comment la lecture de la vie va s'opérer. Donc je propose de changer une forme de lecture de la vie duel à une forme de lecture de vie non duel, qui est, on va expliquer ce que c'est réellement, mais qui est en fait pas quelque chose qu'il faut réellement faire, mais quelque chose qu'il faut défaire. C'est la perte de quelque chose. Et ça, cette perte-là, c'est toujours, d'une certaine manière, difficile et douloureux. Je vais d'abord vous donner un petit peu d'outils par rapport à ça. Les outils qui sont des petites paraboles ou juste des informations, des concepts qui vont vous donner, plus tard quand on va dialoguer, je vais pouvoir y référer et pouvoir vous donner un petit peu le pourquoi certaines questions ne sont pas valides et en quoi elles ne sont pas valides. Et pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont juste non explorées et qui, quand c'est exploré, juste se dissolvent et ne vont pas plus loin. La première parabole que j'utilise souvent, et c'est une image de toute façon, c'est la position du chercheur. Vous êtes chercheur ici, chercheur de la question « qui suis-je ?» Donc, savoir exactement quelle est, pour chacun, notre nature profonde. Qu'est-ce qui est au-delà des apparences? Qu'est-ce qui est au-delà de notre aspect superficiel de la vie? Et la question « qui suis-je » en tant que chercheur, elle est assez brûlante. Et on a généralement, on approche la vie d'une façon assez peureuse. Et pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans la question complètement, profondément? C'est parce qu'on prend la vie avec un aspect qu'elle n'a en fait pas du tout. Je prends l'exemple du serpent et de la corde, qui est une parabole qui existe depuis des millénaires en Inde et un peu partout dans le monde aussi. Imaginons que nous sommes à la tombée de la nuit, marchant sur un chemin et faisant un parcours, une promenade, et on s'arrête parce que devant nous, il y a un serpent. Un serpent, de toute évidence, on ne sait pas s'il est venimeux ou pas, mais il y a tout dans le corps, au niveau du mental, au niveau de la pensée, qui donne l'information. Arrêtons. Quelles sont les options? Est-ce que c'est de fuir? Est-ce que c'est de ne pas bouger, de ne pas respirer? Donc le serpent va informer non seulement le mental, c'est-à-dire les pensées suivantes, d'une certaine manière, qui vont avoir une certaine orientation, et va informer aussi nos émotions. Il va informer même le corps lui-même, l'adrénaline dans le corps, tout ce qui peut se passer, qui va à un moment donné donner une expérience complète, mentale, émotionnelle et physique. L'expérience de la vue du serpent et de l'information quoi faire après. Imaginons maintenant que j'arrive à côté de ce promeneur et que j'ai une lampe de poche. Et que comme c'est la tombée de la nuit, j'éclaire le serpent. Et je dis à mon ami sur le chemin, je lui dis n'aie pas peur, ta lecture, puisqu'on parlait de lecture de la vie, est erronée. Ce n'est pas un serpent. Et il me dit, mais si, c'est un serpent. Mais je dis, regarde bien. Et donc j'éclaire. Alors, l'éclairer, c'est une métaphore pour l'information qui va arriver là, en fait. Et je donne l'information que ce qu'il voit bien que ça a l'air d'être vraiment un serpent, ce n'est pas vraiment un serpent, parce qu'il y a des petites choses qui font que
ça ne ressemble pas tout à fait à un serpent. Donc je vais donner l'information première. Est-ce que tu vois que c'est enroulé d'une certaine manière, que un serpent ne peut pas s'enrouler comme ça? Est-ce que tu vois qu'il y a des fibres ici? Est-ce que tu vois la tête? Il n'y a pas de tête. Et donc je vais donner plusieurs informations. C'est ce que je vais faire ce soir. Je vais donner des informations comme ça. Et à un moment donné, il va se passer l'ouverture à une possibilité que ce n'est pas un serpent. C'est le premier pas. Ce n'est pas le pas final, mais c'est le premier pas. La possibilité que cette dissonance cognitive, justement, se relaxe et d'accepter une autre information, une autre lecture de la vie. Okay, ça, c'est super important de voir cette métaphore, de comprendre que la lecture de la vie, elle peut être d'une autre façon. Et si on a la bonne information et si on la prend en compte, parce que ce n'est pas seulement d'écouter, c'est aussi de la prendre en compte. Donc, j'éclaire la corde. La personne dit effectivement, ça n'a pas l'air d'être un serpent, ça a l'air d'être une corde. Mais on n'est pas encore dans l'expérience de la corde. On est encore dans l'expérience d'une possibilité. Ça, c'est la compréhension intellectuelle. On a l'information intellectuelle, l'information non duelle, par exemple, et on dit, oui, je comprends, il n'y a pas de séparation, mais ça reste juste une information intellectuelle. Et à un moment donné, il y a une mutation qui se produit. Et la mutation, elle va du moment où on arrive à la conclusion de toute évidence, c'est une corde, à l'information, c'est une corde. Toute pure. Et à partir de ce moment-là, le pseudo-serpent ne va plus jamais apparaître. Ce qui va rester, ce sera la corde. Et cette corde-là est une information de première main qui va donner une expérience de vie totalement différente. Plus bas ? D'accord. Attends, je le mets bien. Comme ça? OK. Donc, un petit peu plus, comme ça va? Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une vraie lecture de la vie en général, qui est une lecture qui est basée sur une information qui n'est pas forcément réelle. C'est juste une expérience qu'on a eue à travers notre éducation, à travers la culture de ce que nos parents nous ont donné, etc. Et donc, la totalité de notre expérience n'est pas simplement une compréhension intellectuelle, mais une compréhension vécue, une expérience vécue. Donc, en l'occurrence, pour revenir à ce dont on parle ce soir, une expérience vécue de la séparation. On a l'impression, tous, qu'on est des êtres humains, séparés les uns des autres, dans un grand monde hostile, et qu'au sein de ce monde, il y a effectivement une barrière entre chacun, et que chacun, nous avons une petite bulle dans laquelle, ou en laquelle, on vit, et que cette bulle-là n'est pas tellement confortable parce qu'elle est toute petite et l'univers est énorme, est immense. Donc il y a une angoisse permanente. Donc cette angoisse-là, c'est comme la vision du serpent, la compréhension du serpent, c'est une angoisse qui est générée par une lecture qui dit « Je suis un être humain mortel, je suis né, je vais mourir, j'ai un pouvoir très limité, j'ai effectivement souffert dans ma vie et je ne veux pas souffrir plus. Et à un moment donné, je voudrais éviter de mourir, mais je sais que c'est inévitable et c'est une grosse angoisse pour moi. » Et tout ça, c'est la lecture du serpent, c'est de dire, effectivement, si la vie est vécue en tant que serpent, il y aura de toute évidence une lecture, une interprétation et une souffrance qui va être générée à cause ou grâce à ça. Et donc, la proposition de ce message-là est une proposition de réévaluer effectivement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on est des êtres séparés? Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de se sentir complètement, je dirais, isolé, aliéné? Ou il y a une autre possibilité? Et donc cette autre possibilité, qu'on peut appeler non-dualité dans un certain cas assez large, mais il n'y en a pas besoin d'avoir d'étiquette, est une relecture différente. Alors,
Voilà, c'était le premier point. Donc, à partir de là, quelles sont les possibilités? On est toujours là, on dit oui, effectivement, on s'est peut-être trompé dans cette lecture, mais bon, quoi d'autre? Quelles sont les autres possibilités? Et les autres possibilités, une fois de plus, se trouvent heurtées à cette dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand quelque chose va être amené, immédiatement, il va y avoir un phénomène de « Ah oui, mais ce n'est pas mon expérience ». Rappelons-nous que l'expérience du faux serpent est une expérience qui semble réelle, et l'expérience du faux moi séparé est une expérience qui semble réelle pour nous tous. Donc, elle n'est pas différente. Donc, si je donne une information avec ma lampe de poche, c'est pas sûr que tout de suite on se dise « Ah, mais oui, mais bien sûr ». Donc, chaque chose qui va être proposée va être quelque part une source de conflit. Et l'idée ici, c'est d'arriver à passer ce barrage-là et à relaxer et à être peut-être dans une possibilité d'écoute bienveillante, en fait. Et je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit sur parole, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'envisager une autre possibilité, mais vraiment, pas simplement du bout des lèvres ou en disant juste, et en plus, ça n'a pas besoin d'être pour toujours, c'est un exercice qu'on peut faire qui est juste pour quelque temps, tiens, et si en fait le monde était différent? C'est un jeu, on peut jouer à ce jeu-là. Et si on joue à ce jeu-là et qu'à un moment donné, on se prend au jeu, peut-être qu'il peut se passer, c'est que le jeu, il ne s'arrête pas. Et ça s'appelle, dans la tradition, il y a plein de noms pour ça, mais quand le jeu de la non-séparation ne s'arrête pas, à un moment donné, on se dit, mais pourquoi j'ai cru toute ma vie que cette lecture était la lecture correcte? Elle semblait si vraie, elle semblait si adéquate, elle semblait si partagée par tous, parce qu'en fait, c'est aussi un consensus entre toute la population. Mais en réalité, c'était juste une invention du mental, une histoire. Donc voilà, on a une histoire qui dit on est des êtres humains séparés dans un monde hostile, cruel. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? La proposition non duelle, elle est d'une simplicité incroyable. Elle dit ce qu'on est réellement, notre essence, elle n'est pas paradoxalement localisée dans un corps ou dans un esprit, ou dans un mental. Elle n'est pas en fait particulièrement à un endroit plutôt qu'à un autre. En fait, elle n'est pas localisée du tout. Il n'y a pas une espèce, c'est même pas une espèce, une réalité qui est basée sur ce sentiment d'existence. C'est-à-dire que, premièrement, il y a présence, existence. On parle aussi souvent, on utilise un terme qui est très utilisé, avec lequel je fais un petit peu attention, on parle de conscience. Il y a quelque chose qui est conscient. Donc on dit, oui, cette présence est conscience, est consciente, et conscience aussi. Donc il y a déjà un élément qui est pour le moment non localisé, qui juste dit, effectivement, il y a quelque chose, parce que de toute évidence, là on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, et cette chose-là, elle est consciente. Voilà. Est-ce que c'est une chose? Ça ne paraît pas être une chose extérieure, ça paraît être moi-même. Conscience, moi-même, existence, présence. Okay? Ça, c'est le camp de base. À partir de là, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? L'histoire nous raconte, elle nous dit « Ah, mais conscience, elle est peut-être, elle n'est pas ici ou là, ou là, ou là. Elle est à l'intérieur d'une boîte crânienne qui est dans un endroit particulier, dans le champ de conscience. Là, il y a une espèce d'information spatiale qui dit qu'il y a une distance réduite ici, plus grande là, et on considère que cette information de présence, cette information de conscience, est localisée. Elle apparaît ici, derrière les yeux, à 10 cm à l'intérieur du crâne. Tous, on a cette impression-là. Et on se dit, mais c'est évident que c'est là que ça se passe. Donc ma proposition ici ce soir, que cette présence initiale n'est pas, non seulement elle n'est pas localisée, mais elle n'est pas de ce monde. Elle n'appartient pas à un des éléments particuliers de cette histoire qui se passe en ce moment. Cette histoire qui se passe, elle contient des objets. Objets de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de corps
Et même les corps sont des concepts, parce qu'en réalité, tout ce qu'on peut voir, c'est des informations sensorielles. On voit des couleurs, des formes, des sons, des odeurs. Ça, c'est une chose qui est évidente pour tous. Et alors, on met des étiquettes. Homme, femme, ordinateur, moi, pas moi. Et là, déjà, immédiatement, on a créé un monde. On a créé immédiatement une division. Et cette division-là, elle est faite pour durer parce que c'est basé sur une croyance non explorée. Et l'idée, c'est d'explorer ça et de dire, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce n'est pas au contraire que notre existence non dimensionnelle, non temporelle, inclut, se déploie pour, et la capacité même à cette histoire d'exister? Et qu'en réalité, l'information de dire qu'il y a une partie séparée qui a une certaine conscience et d'autres parties séparées qui ont d'autres consciences n'a pas besoin d'être. Il n'y a qu'une chose qui est présence. Pourquoi pas dire moi-même? Ça ne me dérange pas du tout. Et au sein de tout ça, au sein de cette capacité, une histoire se déroule. Et c'est l'histoire de cette rencontre ce soir, par exemple. Ça peut être l'histoire du métro, ça peut être l'histoire de toutes les histoires. Et ces histoires-là, elles contiennent des personnages, mais ce sont des personnages, ce sont des objets au sein même de conscience. Et il n'y a pas un objet qui est plus particulier qu'un autre. Cet objet-là, il n'est pas différent de cet objet-là, de cet objet-là. Ce sont tous, quelque part, des formes et des couleurs et des informations sensorielle. Par exemple, ici, vous entendez une voix. Alors voilà, est-ce que cette voix-là, elle vient d'une personne particulière ou est-ce qu'elle apparaît dans votre champ de conscience? Il semble, pour vous, qu'il y a en face Didier qui parle et qui donne un message. Mais est-ce qu'en réalité, vous, en tant que présence, n'êtes pas la capacité qui d'une certaine manière, permet à cette histoire, une conférence sur la non-dualité, de se déployer. Et au sein de ça, il va y avoir des couleurs, des odeurs, des sons, du sens, des informations, des concepts. Il va y avoir des histoires. Et il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout cela qui permet de définir une partie qui s'appelle « moi » et une partie qui s'appelle « pas moi » ou « non moi ». Toute cette séparation qui apparaît plus tard, quand les informations sont là, on les assemble et hop, on crée cette division. Est-ce qu'elle a besoin d'être là? Est-ce que c'est vraiment une chose qui est inéluctable? Alors, effectivement, basé sur nos habitudes, basé sur notre expérience, parce qu'en fait, c'est bien ça dont on parle. Comme je parlais du serpent et de la corde, l'expérience, c'est l'expérience de l'adrénaline. Et on dit, non, non, mais c'est réel, j'ai tout mon corps qui... Mais c'est juste, ça vient de la fausse lecture de la vie. On lit le serpent d'une manière qui n'est pas correcte. Donc, non seulement le concept du serpent, les idées, les attentes et l'expérience sensorielle sont complètement perturbées. S'il y a vision directement de la corde, toute cette histoire ne peut pas apparaître. Il n'y a rien qui peut apparaître. Donc à partir du moment où la compréhension de ce message est totale, l'information de séparation ne peut plus apparaître. Elle ne peut plus être là, elle n'est plus crédible. Elle a été dévoilée comme étant une histoire, une histoire par-dessus toutes les autres histoires. Et qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, elle n'est pas toujours très chouette? C'est que c'est une histoire qui amène beaucoup de souffrance, qui amène beaucoup d'attentes, qui amène beaucoup d'informations qui sont, d'une certaine manière, complètement antinomiques avec cette paix dont je parlais au départ. C'est-à-dire que
On sent que notre nature profonde, réelle, est immuable, inchangée, paisible, mais elle disparaît tout le temps. Elle semble complètement hors de portée. Elle est là de temps en temps dans nos méditations, dans les quelques rassemblements qu'on a avec nos amis, mais en réalité, elle est très éphémère, quoi, en fait. Elle est éphémère parce qu'on rajoute en permanence l'histoire du serpent. Et cette histoire du serpent, c'est juste une histoire. Et à partir du moment donné où on voit que de voir ça profondément suffit à dissoudre cette croyance, on se retrouve dans une vie qui a les mêmes informations. Il n'y a pas d'autres informations sensorielles, c'est les mêmes informations sensorielles. Simplement, elles ne sont plus assemblées de la même façon. Elles n'existent plus en tant que moi en face d'autres personnes ou de non-moi. Il n'y a qu'un seul événement qui se passe en ce moment. Cet événement-là, il n'y a aucun endroit où on peut mettre des frontières, où on peut diviser. Et du coup, c'est vrai que ça amène non pas un bonus qui vient d'une superpuissance, de tas de choses qui seraient complètement paranormales. C'est quelque chose de très simple, très naturel. Mais par contre, ça a un énorme avantage. Et je ne dis pas que c'est pour cela qu'on doit faire ce chemin-là, mais l'avantage, c'est que la souffrance n'existe plus. Cette possibilité de comprendre que la vie, telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent, elle est entachée de souffrance. Elle est entachée de souffrance qui cache cette nature réelle, qui cache cette paix, et qu'elle est optionnelle. Elle est totalement optionnelle. On va se tutoyer, ça va être plus simple. D'accord. Non, juste pour... Voilà. Ouais. Juste pour commencer, la non-séparation par rapport à cette histoire de corde, le fait de considérer qu'il y aurait juste après... C'est utile ? Oui, je n'en besoin. Pour l'enregistrement. D'accord. Le fait de considérer que il y aurait seulement la présence qui serait donc là, et le fait de mettre malgré tout une étiquette en disant moi-même. Alors certes, sans doute, il n'y a pas de séparation, mais il y a des choses où ce point de perception que je serai n'a pas accès au point de perception qu'il y a là-bas, ou l'angle de vue que monsieur a, et j'entends les choses d'une certaine manière, je les ressens d'une certaine manière, et donc sans qu'il y ait forcément séparation, il y a malgré tout des différences. Et donc par rapport à cette chose que je viens d'exprimer, qu'est-ce que tu en penses ? Les différences sont là, effectivement. Ce sont des points de vue. Imagine une caméra qui aurait cet événement-là est vu par différents angles. Et il semble qu'il y ait... Alors ça va être intéressant parce qu'on va arriver sur un domaine qui me passionne aussi, qui est dans cette direction-là. Il semble qu'il y ait un monde qui existe là, avec différentes positions, différents angles de vue, et qui seraient donc différentes expériences de quelque chose qui existe déjà, quoi, en fait, quoi. En réalité, si on regarde bien, ce consensus qu'on a par rapport à le monde qui existe là et l'angle, la personne qui serait là en fait pour explorer, pour apprécier, pour avoir cette connaissance sensorielle du monde, semble diverse, mais pointe vers le monde qui existe là, qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que cette pièce-là, on a un gentleman agreement que tout le monde pense qu'il y a une pièce ici, une seule pièce, avec plusieurs points de vue, plusieurs personnes qui ont chacun une expérience différente. On est d'accord avec ça. La réalité, c'est que l'aspect commun
qui peut être découvert à travers cette exploration, l'aspect commun de la pièce ne vient pas de son existence en tant que telle, en tant qu'existante indépendamment de la perception, mais elle vient du fait que la partie existence centrale est unique et qu'elle est d'une certaine manière définie, elle est créée à travers tous ces différents angles. C'est-à-dire que le consensus qu'on a sur le fait qu'il n'y a qu'une seule pièce ne vient pas de différentes personnes qui voient une seule chose, mais de une seule personne voyant plusieurs choses, quoi, en fait. Et cette seule personne, ce n'est pas une personne physique dont on parle. C'est nous-mêmes, c'est cette essence qui semble être un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Mais en réalité, il est possible de renverser complètement cette vision, de comprendre que la seule personne, l'unique existence, l'unique présence, semble avoir un nombre de points de vue incroyables qui, d'une certaine manière, consolide l'idée qu'il y a un monde, là, qui existe en tant que tel. Mais en fait, c'est une vision complètement inversée. Et cette inversion, elle devient évidente quand on commence à regarder qui on est réellement, et de voir que, si je le décris là maintenant, donc demain et après-demain, il y aura un petit peu des exercices par rapport à ça, pour ceux qui se joindront, qui on est réellement, va se décrire d'une certaine manière, et ça va être la même manière pour tout le monde. Et ça va pointer vers une évidence qui va dire, mais en fait, peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne, mais pas une personne physique, qu'il n'y a qu'une seule être-té, qui a cela seulement qui est là, et qui se déploie à travers tous ces différents angles, et qui semble créer un monde qui existe par rapport à lui-même. Est-ce que ça fait du sens ? Oui, après je voulais poursuivre, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui, avec grand plaisir. Donc s'il y a d'autres choses, d'autres gens qui veulent poser une question maintenant, je reviendrai après. S'il n'y a personne, je poursuis. Je vais poursuivre alors ? Oui. D'accord. C'est justement le point clé de ce que je considère être ma vision de la vérité. C'est donc cette absence de libre arbitre liée au fait justement que nous ne serions pas forcément une entité, une personne comme on peut la considérer. Et le fait, malgré tout, de conserver un jeu et de le mettre à la place de cette personne dont tu parles, mais qui n'est pas une personne physique, on va dire la conscience, la présence ou la source. Personne, ouais. Pour moi, c'est là où justement il y a une petite inexactitude dans ce que je perçois et dans ce qui est perçu souvent par toi et d'autres enseignants de non-dualité. C'est le fait donc de maintenir un jeu et de le transposer à cette présence qui serait la seule réalité. Et la façon dont je perçois les choses ici, c'est que ce jeu, pour moi, reste une perception et un concept qu'il m'est imposé, ou qui arrive en tout cas, et qu'en gros, je serais plus un programme faisant partie de cette manifestation. Quant à savoir si ce programme est la conscience, pour le coup, je me doute bien que j'en fais totalement partie et que je n'ai aucun pouvoir d'être autre chose, mais je ne fais pas, pour moi, l'erreur de mettre ce jeu dans la totalité. Si je suis quelque chose, je reste un programme totalement déterminé qui fait partie de cette conscience. Et la conscience, quant à savoir ce qu'elle est, et encore plus ce qu'elle serait à la source, dans l'absolu, même si je pouvais en avoir des idées, en fin de compte, ces idées sont totalement programmées et donc peuvent être totalement fausses, tout comme ce que je viens de raconter. Exactement. Donc là, ce dont on parle, c'est toute la partie conceptuelle, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. L'idée, c'est d'arriver à une position de dissolution même de cela, quoi, en fait. Parce que là, tu parlais de ce point relatif de
je en tant que éventuellement juste un mécanisme, en fait, au sein de la conscience. Même ça, là, en ce moment, il y aurait une possibilité de récuser cette partie-là. Essayons de voir comment ça pourrait se passer autrement. Est-ce que là, maintenant, si on regarde profondément cette présence-là et qu'on ne l'associe à rien du tout, juste qu'elle est là, elle est présente, il y a une existence, etc. Si on essaye d'éviter qu'elle se soit attrapée par un mécanisme ou par un autre mécanisme, est-ce qu'elle ne se sait pas directement, quelle que soit la forme qu'il y a dans le champ de conscience? Là, par exemple, il y a 2 bras qui semblent très près, 2 jambes, un peu plus loin, il y a un son qui vient là, un son qui vient là. Mais si on ne met aucune étiquette sur ce son-là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cette présence qui, d'une façon de miroir, se sait elle-même directement à travers cette expérience qui se passe là? Et l'information mécanisme séparé ne rentre même pas dans l'équation. Ça n'existe pas. C'est une chose qu'on a cru. On passe du moment, peut-être à un certain moment donné, de l'information « je suis une personne existante, individu, dans un monde d'autres individus », à travers le message non duel, je ne suis qu'un mécanisme mu par ma programmation, l'information qui arrive, l'information qui ressort. Ok, c'est une super étape, c'est déjà la première étape, mais ce n'est pas la seule étape. L'étape suivante, c'est de considérer, de voir que l'information même de body-mind objects en anglais ou de corps-esprit n'existe pas. Tout ce que nous avons ici, ce sont des perceptions qui sont faites visuelles, sensorielles, mentales, de concepts, d'informations. Tout ça, c'est une danse, c'est une possibilité. Et quelle est la matière de cette chose-là? Quelle est la matière? La matière de toute perception, de toute pensée, de toute émotion, elle n'est possible, elle ne peut exister que s'il y a cette capacité. Et la capacité, on peut lui mettre le mot conscience. Mais ce n'est pas forcément le seul mot, et ce n'est pas le meilleur mot non plus, mais utilisons-le si on peut comprendre de quoi ça parle. S'il n'y avait pas conscience, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. Là, il y a des couleurs, des formes, des informations sensorielles, du sens. Essayons de voir que cette information sensorielle, elle n'a pas besoin d'être concernée par une partie de l'histoire. Cette partie. Il y a juste une histoire. Et de dire, je suis conscient ou je suis programmé, c'est déjà réducteur, c'est déjà rentrer dans l'histoire de la séparation. Mais en même temps, ce que tu dis, justement, c'est une perception qui est programmée ou pas? Ce que je dis là maintenant? Oui. Ben, ce que tu associes comme sensation à cette présence? Alors attends, formule. Le concept que tu viens de décrire et la perception ou la sensation qui est associée à ce que tu viens de dire, c'est programmé ou c'est pas programmé? Donc, ce que je viens de dire, c'est l'absence d'un mécanisme qui s'auto-entretient toute une vie. C'est-à-dire, toute une vie, cet sentiment d'existence va être associé à une partie du champ sensoriel, une partie particulière du champ sensoriel. Et ça, c'est notre habitude et c'est la façon. Parce que, pourquoi? Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on parlait du libre arbitre, on parlait de l'information qui dit « Ah, mais je peux choisir de lever mon bras ». Donc, c'est une information particulière. Je ne peux pas choisir de lever ton bras, par exemple, tu vois. Donc, on a déjà une espèce de symétrie qui est différente. Donc, c'est pour ça qu'on a cette impression d'exister en tant que partie de la totalité de l'information. L'exploration qu'on peut faire, et ça prend plus de temps, c'est de voir si on a vraiment le libre arbitre, si vraiment, quand je lève le bras, c'est ma décision, ou est-ce que c'est tout simplement la réponse du stimuli qui vient de notre discussion, par exemple. Donc, une fois qu'on a enlevé tous les éléments qui font croire en cette séparation, ce qui reste n'est pas un concept. L'information que je vous donne, c'est un concept. Donc, Ramana Maharshi disait, par exemple, notre lecture du monde, c'est comme une épine qui fait mal, et on veut essayer de l'enlever. Pour ça, on prend une deuxième épine, et avec la deuxième épine, qui est le concept non duel, on enlève la première. Mais on ne s'arrête pas là, parce que ce que je dis, ce sont juste des mots. Ça pointe vers quelque chose, c'est comme un menu. On ne va pas au restaurant pour lire le menu, on va au restaurant pour manger la nourriture. Donc, je donne le menu, je dis
ce n'est pas forcément la lecture la plus correcte de la vie, il y a une autre possibilité, c'est un concept, je suis d'accord. Ce n'est pas différent de je suis séparé, je suis un corps, un esprit, un mental, je suis né, je vais mourir, etc. Mais si je donne une information qui est la deuxième épine, qui est un autre concept, qui est en tant que tel pas spécialement vrai, c'est juste une façon de déloger la première, on jette les deux après. On jette. Pourquoi on n'a plus besoin de la deuxième? On n'a plus besoin de la deuxième parce que la première n'existe plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé l'épine, on n'a pas besoin de continuer à brandir l'épine non duelle en disant il faut absolument que je lise le monde de façon non duelle. Maintenant, je suis la religion de la non-dualité. Non, on oublie ça. C'est un message qui ne sert plus à rien. Non seulement on ne le met pas à la poubelle, mais il se dissout par lui-même. Il ne reste qu'une seule chose. Une seule chose, présence, cette vie se connaît elle-même, tout le temps, à chaque moment. C'est tout. Je ne sais pas plus que ça. Je ne peux pas dire qu'il y a un Didier qui parle à une personne ou à une autre personne, que cette voix-là, ces questions-là sont de façon évidente. Pour moi, c'est une évidence totale qu'il n'y a pas plus de contrôle dans les questions qui viennent là que dans les réponses qui viennent de là. C'est du même ordre. Je n'ai aucune idée de ce qui va se dire après. Quel est le prochain mot? Quel est le prochain mot? Quel est le prochain mot? Quelle est la prochaine question? C'est du même ordre. Ça n'a fait aucune différence. Je n'ai aucun moyen de dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. Ça n'existe plus. Parce que la première partie a été vue comme hallucinatoire. On prend l'épine non duelle, on déloge l'hallucination. Elle n'existe plus, il n'y a plus de matière. On a éclairé le serpent. On voit la corde. Une fois qu'il y a la corde, on n'a plus besoin d'annuler le serpent en permanence. C'est ridicule. Alors, je vais finir pour après laisser. Dans mon concept, donc pour le coup, certainement que c'est vu comme le serpent était une hallucination. Donc apparemment, ça s'est vu à un moment donné pour ma part, dans mon champ de perception. Et à un moment donné, donc forcément, je me suis intéressé aux réponses et aux questions que ça suscitait, donc à travers l'enseignement non duel. Mais à un moment donné, j'ai été obligé de considérer, parce que c'est comme ça, hein, vu que j'avais pas de libre arbitre, que la corde aussi était une hallucination. Alors, ouais, bon, c'est une métaphore, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va dire là maintenant. On peut pas. C'était juste un exemple, en fait, de considérer que la corde est une hallucination. Ce serait d'une certaine manière de dire le message non duel est aussi une hallucination. Et je suis d'accord avec ça. Hein. Par contre, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Quand ça a été vu que cette lecture duel ne tient pas la route, l'information non duel en tant que telle ne peut pas exister si on n'a pas l'information duel, parce que l'information non duel, il faut bien comprendre qu'elle n'existe que parce qu'on tient pour vrai, d'une certaine manière, l'information duel. C'est juste les deux opposés, c'est le noir et le blanc, etc. Donc si on n'a plus une des deux couleurs, l'autre n'a plus raison d'exister. Donc je suis d'accord, ça s'en va aussi complètement. C'est un outil. Et quand il a fini son travail, il n'a plus besoin d'être là. Qu'est-ce qui reste ? Quelque chose que, justement, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne pourra jamais savoir, parce que même si on le sait, ça peut être faux. Tout ce qu'on pourra dire, ce sera juste des objets. Mais ça ne pourra jamais vraiment décrire ce que c'est réellement, quoi. Mais ça n'empêche pas que c'est très réel. Oui, mais cette réalité est perçue différemment, encore une fois, selon les... La réalité n'est pas perçue différemment. La réalité est perçue du même, exactement. On va pouvoir, éventuellement, ceux qui viendront demain et après-demain, faire l'exercice de la même façon par tous. Ce qui change, ce sont les objets de la conscience. L'agencement de l'histoire est différente, mais ce sont juste des objets sur une table qui sont manipulés d'une manière ou d'une autre. Ça n'a aucun rapport avec... Ça ne remet pas en question la réalité identique de tous de notre essence. Cette chose-là n'est ni différente, elle n'est même pas comparable, parce qu'elle n'est pas engagée dans le temps, dans l'espace, elle n'a pas de définition, mais c'est la seule place de l'existence, c'est la seule possibilité de notre essence, c'est la seule chose qu'on partage tous, de façon apparente, mais qui en fait
n'est pas engagé ni dans le temps ni dans l'espace. Donc la différence dont tu parles est une différence juste d'une histoire à une autre histoire, mais ça ne nous définit pas du tout. Est-ce que, si on prend l'exemple aussi de l'argile, avec l'argile qui fait des tasses, des assiettes, des pots, est-ce que quand on réfère à l'essence qui est l'argile, est-ce que ça fait une différence qu'il y ait une tasse, un pot ou une assiette? L'argile, c'est l'argile. On parle aujourd'hui de notre essence. Et notre essence, elle est une. C'est impossible de la différencier, quelle que soit la forme de l'histoire. Je finis. Je suis bien d'accord avec toi. Et sur ce qui va certainement me perturber, pourquoi je vois des fois l'inexactitude dans certains discours, c'est quand justement cette chose, cette présence, quoi que ce soit, commence à être définie avec des attributs tels que l'amour ou des choses comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Bonsoir. Et est-ce qu'il y a une urgence à, pardonne-moi le mot, à découvrir tout ça? Pour chacun, l'histoire est différente. Il y a des histoires qui se déroulent dans l'urgence absolue, totale, dans le feu, qui amènent une résolution ou pas d'ailleurs. Hein, c'est pas, et vice-versa, d'autres personnes, j'appelle ça des personnes, mais en réalité, le mot plus juste, ce serait d'autres histoires, vont se dérouler sans cette urgence et auront une résolution, auront cette découverte de dire, mais d'une façon très naturelle, très simple, très enfantine, parce qu'on parle vraiment de quelque chose de très enfantin ici, de dire, mais en réalité, je me suis pris pour la tasse, pour le pôle, etc. Mais je suis argile, de toute évidence. Et ça se fait sans cette urgence aussi, c'est aussi une possibilité. Là, il n'y a pas de règles, je ne pense pas qu'il y ait des règles. Dans mon histoire, l'histoire d'Didier, je ne peux pas considérer qu'il y ait vraiment urgence. Je ne suis pas passé à travers la souffrance que la plupart des chercheurs passent à travers des questionnements, la nuit noire de l'âme de Saint Jean de la Croix. Enfin, tout ça, j'ai complètement évité. C'était plutôt une recherche enfantine, comme de deviner, comme une charade, une devinette. C'était pris comme un jeu. C'est pour ça que je vois vraiment cette recherche comme de façon ludique, légère. Parce que le côté lourd, le côté sérieux, c'est la création immédiatement d'une certaine entité, du chercheur, en fait. C'est la création du chercheur. Et si ce chercheur, il se crée au fur et à mesure, c'est se tirer une balle dans le pied en permanence, quoi, en fait. Donc, ce que j'appelle l'importance personnelle, j'ai cette urgence, je dois devenir, je suis le guerrier de la vérité, je dois trouver la lumière, crée en permanence la séparation. En permanence. Et ça, c'est une autre possibilité. Et je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça peut être comme ça aussi, quoi. On est d'accord que le moteur sous-jacent, c'est pas d'être le guerrier. Hein. C'est l'idée que quelque chose ne peut être réalisé que dans cette vie et qu'après, ce sera trop tard. Ça n'a pas besoin d'être réalisé. Je ne crois pas du tout à cet impératif de réaliser quoi que ce soit. Ça ne fait aucune différence. Évidemment, ici, ça paraît ridicule de parler comme ça. Il y a un certain nombre de personnes qui écoutent une personne ici, donc ils sentent qu'il y a une asymétrie ici. En réalité, ce n'est pas vu du tout comme ça. Cette histoire, l'histoire Didier, est une histoire légèrement différente, mais c'est une histoire quand même. Il n'y a personne de réalisé, il n'y a personne qui atteint quoi que ce soit. C'est un rêve, c'est une hallucination. Donc, ça ne fait aucune différence que réalisation ou pas arrive. Ça peut venir. Et si vous êtes dans cette pièce-là, ça peut être non pas la cause, mais les signes avant-coureurs de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Parce que je ne vois pas la relation de cause à effet, mais du coup, c'est comme un parfum de quelque chose qui est déjà là, quoi, en fait. Et l'histoire va s'écrire avec cette possibilité de lecture non duelle de la vie, ou pas. Il n'y a pas de hiérarchie.
petits bouts. Et une autre façon de rater en permanence la simplicité de cette présence, de cette existence. C'est quand même une recherche que tu as effectuée, je veux dire. Il y a quand même une recherche que tu as effectuée, tu n'es pas resté dans un coin, de rien faire. Il y a quelque chose qui s'est produit au fur et à mesure, je ne sais pas. Ça, on peut en parler, hein, c'est pas un problème, mais c'est complètement anecdotique. Parce que, comme je disais, l'histoire, elle peut s'écrire de façon tellement différente. Donc, une personne peut être réalisée en restant dans un coin de forme. Et complètement. Il y a des histoires, il y a des je sais, moi je perds mes mots français. Il y a des témoignages de gens qui se sont juste, qui ont raté une marche un jour et qui tout d'un coup ont pris conscience qu'en réalité il n'y a jamais eu personne au départ dans cette histoire-là et que la seule chose qu'il y avait c'était cette consciente d'elle-même et qu'en réalité ils n'ont jamais fait de pratique ou quoi que ce soit. Donc on ne sait pas. Et je ne mets pas de... Attention, hein, je ne dis pas il n'y a rien à faire, il ne faut rien faire. Parce que le non-faire, c'est une autre action. Hein, c'est de dire, un tel m'a dit, il n'y a rien à faire. Non. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a personne qui ne fait jamais rien, de toute façon. Le faire, il peut être là vraiment, quoi, en fait. Donc, en l'occurrence, dans la vie, dans l'histoire de Didier, il y a eu rencontre avec différents maîtres, discussions, clarifications, qui étaient éventuellement les signes avant-coureurs de ce qui allait se passer, mais qu'on ne peut pas vraiment considérer qu'ils étaient la cause. Et ce qui s'est passé, et ça, c'est le paradoxe qui va être difficile à intégrer, parce que là, il va y avoir dissonance cognitive terrible. Ce qui s'est passé ne s'est pas passé pour Didier. Ça n'a aucun rapport avec ce que tu vois là en ce moment-là. Il ne s'est rien passé pour moi, en fait. Mais déjà, est-ce que le fait d'enlever les obstacles, est-ce que c'est pas un travail déjà? Exactement, c'est le travail de dissolution, le travail au lieu de chercher notre nature profonde, qui est en fait, en réalité, 100% visible, sans aucun... pour tout le monde, dans cette pièce-là, c'est qu'est-ce qui fait que en permanence, je crée une espèce de fog, de nuage qui fait que c'est pas clair. Voilà. Et c'est une façon de dissoudre d'une certaine manière. En tout cas, ça paraît s'exprimer comme une histoire de chercheurs avec des outils, des techniques. Et en l'occurrence, je rejette aucune technique. Et d'ailleurs, il y a tout un... j'en utilise aussi beaucoup, quoi, en fait. Mais ce ne sont pas des techniques de recherche de notre nature profonde, ce sont des techniques de dissolution, de misconception, comme on pourrait dire en français, de mauvaise interprétation, voilà, tout simplement, quoi, en fait. Et c'est tout. Et même ça, c'est une possibilité, mais c'est même pas peut-être qu'il y a besoin ou pas. Et on ne sait pas. Personne ne sait. C'est très perturbant, ce message-là, parce que en tant qu'entité humaine séparée, on a envie d'avoir un programme clair pour aller du point A au point B. Okay ? Là, ce qui est dit là, en ce moment, c'est que non seulement ce trajet du point A au point B est hallucinatoire, mais la personne qui le fait l'est aussi. Okay ? Donc, si je te donne un programme, tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je crée le chercheur immédiatement. Et en fait, d'une certaine manière, ça ne va pas t'aider du tout, quoi, en fait. Je commence un petit peu à percevoir un petit peu. Bonsoir. Alors, ma question, c'est quand on réalise que ce que nous vivons ne pourrait être qu'une hallucination, une projection de l'esprit, est-ce que, quand il y a cette réalisation, ça donnerait une certaine forme d'ouverture à tous les possibles, une certaine forme de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne serait plus dans la prédétermination d'un programme, je sais pas quoi, et justement, est-ce que vous, par exemple, je ne sais pas ce que vous vivez intérieurement, mais est-ce que vous avez l'impression que tout est possible, c'est-à-dire que vous pouvez changer le scénario de votre vie ou pas ?
c'est intéressant comme question, parce que effectivement, ça peut être une façon d'interpréter ce dont on parle ici. La réalité, c'est que ce qui est vu, c'est que quand on parle de vous, donc de moi en l'occurrence, fondamentalement n'existe pas. Il existe en tant qu'information sensorielle, qu'on a en information en tant que concept, donc on rattache un nom, concept Didier, et que c'est pratique, et ça permet d'avoir une vie sociale, et toute la beauté, ça n'enlève rien du tout. Hein. Attention, ça diminue en rien, ça c'est clair, bien au contraire. Par contre, ça ne donne aucun pouvoir, parce que la réalité d'un pouvoir, c'est qu'une partie est un pouvoir, quelque chose est un pouvoir. Si je décris une tasse qui est de couleur rouge, il faut qu'il y ait la tasse au départ pour dire c'est rouge, ou ça a le pouvoir de contenir de l'eau. Mais si ce que je décris est juste un concept pour permettre de décrire, pour permettre d'avoir tout simplement une vie normale, cette chose-là, qu'on appelle un corps, un esprit, ne peut pas avoir de pouvoir, parce que c'est juste un objet, c'est pas ce qu'on est réellement. C'est une forme qui apparaît dans l'univers et qui disparaît, qui d'ailleurs toutes les nuits elle apparaît, elle disparaît, enfin c'est très 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 variable, les formes sont très étranges, sont très changeantes. Donc cette chose-là, qui aurait soi-disant des pouvoirs, qui aurait n'existe pas réellement, elle est changeante en permanence. Donc il n'y a pas la possibilité d'attribuer un spécial pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir. Alors, pour aller un peu plus loin sur la question, il y a cette impression on parlait d'acceptance de la totalité de tout ce qui se passe. C'est pas l'acceptance d'un individu en me disant maintenant j'ai changé, j'accepte tout ce qui arrive dans ma vie, les choses horribles, les choses belles, etc. D'ailleurs, c'est la description. Donc, je prends la description de la nullité, j'en fais une prescription. Je dis, je dois, pour être non-duel, accepter tout ce qui vient. Ok. Ça, c'est impossible à faire. Il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de réaliser que cette chose-là qui doit accepter ou ne pas accepter n'existe pas. La question ne se pose plus après. Il y a ce qu'il y a en permanence. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas de possibilité de dire une partie accepte ou ne pas accepte une autre partie. Il y a une seule chose qui se passe. C'est plus une conscience de réalisation. En fait, on réalise que ce qui est là, point. Voilà. Mais c'est pas une conscience de créativité, en fait. Non. La créativité, elle est là en permanence, parce que, mais elle n'est pas la créativité d'une personne ou d'une entité, etc. C'est la créativité de la vie elle-même qui se crée, qui a tout d'un coup, ce soir, créé un espace avec des chaises, des soi-disant intervenants, etc. Et une histoire qui se déroule. C'est une créativité incroyable, magique, mais ce n'est pas la créativité d'un corps spécial ou d'une entité spéciale. Ces choses-là n'ont aucun pouvoir, ce sont des objets. Cette réalisation s'inscrit dans un cadre bien défini quand même. Parce qu'on peut imaginer qu'il existe des milliards et des milliards de possibilités de mondes comme celui que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes juste une infime partie de cette conscience, finalement, qui réalise qu'existe... Non, enfin, je ne sais pas... Non, on n'est pas une infime partie, on est la totalité. C'est ça qui est assez difficile. C'est une autre forme de dissonance cognitive, en fait. Hein. C'est qu'on a l'impression qu'on est une petite partie de l'univers, en fait. Mais ce vers quoi on pointe, vers cette présence-là, elle est unique, elle est totale, elle est absolue. Et au sein de ça, il y a une histoire qui se déroule. Et l'histoire, effectivement, on en parlait, peut avoir différents angles, différentes possibilités. Et une histoire, si par exemple on mettait toutes les histoires ensemble, ça ferait une espèce de chaos total. Au niveau du son, par exemple, si on met tous les, parce que bon, c'est mon métier, si on met tous les sons, toutes les notes en même moment, au même instant, etc., ça fait un bruit, bon, ça s'appelle un bruit rose ou un bruit blanc, qui contient toutes les fréquences au même moment, et puis ça décrit aucune histoire. Donc pour que l'histoire se décrive, il faut qu'il y ait une restriction totale de toutes les informations à un point de vue particulier, à un autre point de vue particulier, à un autre point de vue particulier. Mais tous ces points de vue particuliers ne sont, au final, que des objets de conscience
conscience, c'est pas une partie qui est à l'intérieur d'un corps, c'est ce qui est, qui génère ces histoires-là, cette histoire-là, entre autres, quoi, en fait. Mais elle n'est pas fragmentée ni appartenant à différents objets. Les objets n'ont aucune conscience. Je n'ai aucune conscience. Personne n'a cette conscience ici. Il y a conscience avec objet de conscience à l'intérieur, et pas à l'intérieur en tant que... c'est pas un réceptacle, c'est la matière même de l'univers. Il n'y a pas d'autre matière que ça. On peut imaginer que la conscience se divise aussi. C'est ce qui nous fait penser qu'elle est unique. On peut imaginer tellement de choses. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en permanence, on imagine qu'on est des êtres séparés dans un monde séparé, immense. On imagine tellement de choses. Alors, ce que je propose ici, c'est d'enlever toute imagination. Maintenant, je décris ce que je sais. Et ce que je sais, ce n'est pas grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est il y a quelque chose au lieu de rien. Il y a quelque chose, présence, conscience, puisque sinon il n'y aurait pas possibilité d'une information. Et puis cette flèche qui est encore non définie, qui s'appelle je suis. Et quoi d'autre? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire plus que ça. Et le reste, ce sont des éléments de l'histoire qui ne sont pas séparés non plus. Je suis la matière de cette histoire. Bonsoir. J'ai lu votre livre. Waouh. Oui. Merci. Et il y a une petite phrase qui m'a, enfin, parmi d'autres, qui m'a intéressé, qui a provoqué une petite dissonance cognitive. Ah ben voilà. C'est la suivante. Vous dites à propos de l'expérience spirituelle, non pas la fin de la souffrance, mais la fin du souffreur. Voilà, mais en fait, c'est parce qu'on a l'impression que... C'est un peu ce que je disais juste avant, que l'idée, c'est d'être équanime. C'est-à-dire d'accepter tout ce qui se passe parce qu'on a réalisé le soi. Voilà. Maintenant, je suis dans une position où tout peut se passer, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est encore une lecture extrêmement duelle de la vie, d'une certaine manière, parce qu'il y a quelqu'un qui accepte quelque chose d'autre qui arrive à ce quelqu'un. Et donc, c'est une autre forme de division plus subtile, mais qui est quand même là. L'autre possibilité, dont je parle dans le livre, c'est que cette souffrance-là, cette lecture de la vie n'apparaisse pas, non pas par manque de possibilité de souffrance, parce que ça ne s'arrête jamais, mais par la possibilité qu'il n'y ait plus d'endroit où cette souffrance puisse se poser, se dire ça m'appartient, c'est ma souffrance. Donc souffrance va devenir non pas, elle va muter, elle va passer du statut de souffrance qui est souvent entaché d'informations personnelles, ma souffrance, pauvre moi, futur, qu'est-ce qui va arriver, etc., passé, mauvais karma, enfin, etc. Toute l'histoire qui est la souffrance en tant que telle a une seule information qui est l'information présente, qui va peut-être s'appeler douleur, tout simplement. Et l'information de souffrance qui est rattachée à un individu n'a plus d'endroit n'a plus de terrain pour grandir, donc elle ne va plus apparaître en tant que souffrance, elle va apparaître en tant que douleur. Et ça fait une énorme différence, parce que la douleur, elle est dans le moment présent, elle n'est pas ni dans le futur ni dans le passé. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que lorsque on souffre, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois le ressenti de la souffrance et il y a le refus de ce ressenti. Et peut-être que la différence, elle est là justement. C'est que dans votre phrase, moi j'ai compris ça. J'ai compris que la souffrance est là, mais d'une certaine manière, il n'y a plus personne pour la refuser, ni pour l'accepter d'ailleurs. Exactement, voilà. Parfait. Parce que plus personne pour la refuser, c'est encore quelqu'un de trop. Hein, donc en fait, c'est les deux. Ouais. C'est que l'information souffrance, pour exister, elle a besoin d'un point de référence. Sinon, c'est juste une information sensorielle. Donc plus personne qui refuse, mais plus personne qui n'accepte. Exactement.
Alors bien sûr, quand on parle comme ça fait tout de suite étrange, très spirituel, très élevé. Mais je vous assure que ce dont je parle, enfin dont on parle ce soir, c'est la chose la plus simple, la plus naturelle au monde, quoi. En fait, hein, c'est pas le sommet d'une montagne à atteindre après des années et des années de recherche, etc. C'est juste laisser tomber nos préjugés, nos acquis, notre imagination d'une certaine manière. Il n'y a plus d'imagination qui a besoin d'être là. Il y a juste directement la vie qui s'exprime et qui se connaît directement elle-même, quoi, en fait. Et ça, tout le monde en ce moment dans cette pièce le vit totalement. Mais il se passe un phénomène étrange qu'on appelle Maya, une certaine forme d'hallucination, qui ajoute une autre information imaginaire, complètement imaginaire, qui est l'information d'un individu qui vit dans un monde étranger et qui tout d'un coup a une possibilité de décision, une possibilité de progrès, une possibilité d'atteindre l'éveil. Et tout ça, c'est une fable. Ça n'existe pas. Et est-ce que vous pourriez nous raconter, vous y avez fait allusion tout à l'heure, à comment ça s'est passé pour vous concrètement? Une fois de plus, c'est une possibilité, mais c'est une anecdote en fait. Hein. Oui, on est bien d'accord, parce que il n'y a pas d'histoire. Et la deuxième chose que je vais dire tout de suite, c'est qu'il ne s'est rien passé pour moi. Et ça, c'est encore un autre paradoxe, parce qu'il semble que, hein, si s'est passé quelque chose, c'est malgré moi, ou ça n'a aucun rapport avec moi, on pourrait certainement dire, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si la vie, là, tout de suite, que tous, tous on est cette présence, on est cette vie qui s'exprime d'une certaine façon, et elle s'oublie, elle se prend pour une plante verte, pour des fleurs. Et à un moment donné, il y a une espèce de fantasme. Oh, je suis rouge, je suis blanche, je suis, etc. Je suis. Puis avec tous les adjectifs, un humain, je suis né, je vais mourir, etc. Et tout d'un coup, il y a un phénomène. Alors on se dit, tiens, cette plante-là, c'est moi. Mais cette plante-là, c'est qu'un objet, en fait. Hein, on est bien d'accord. Et à un moment donné, ce que je suis réellement va se souvenir qu'il n'a jamais été cette plante-là. Donc, s'il y a un éveil, c'est l'éveil de cette unique présence, de cette unique existence à elle-même, qui n'a aucun rapport avec la plante, qui n'a aucun rapport avec Didier ou quoi que ce soit. Ça ne fait aucune différence. C'est simplement une espèce d'attraction, une espèce d'hypnotisme qui diminue, qui disparaît instantanément ou pas, des fois c'est différent, et ce qui reste est cette vie se connaissant elle-même directement. Ce n'est pas une performance incroyable d'un corps, d'un mental, d'un individu, parce que ça a été vu immédiatement. La vie se connaît elle-même directement. C'est tout. Donc on ne peut pas vraiment parler c'est une contradiction en termes. L'éveil de quelqu'un, ça n'existe pas. Par contre, on est bien d'accord, puisqu'on discute là en ce moment, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Oui. Mais c'est urgent de dire que ça ne s'est pas passé pour Didier, quoi, en fait. Hein, c'est super urgent. C'est très, très, très important. Alors, bon, pour répondre encore un peu plus précisément à la question, c'est pour ça que je vois l'aspect ludique de tout ça, quoi, en fait. Dans mon cas, dans cette histoire-là, c'est comme si l'essence s'est amusée à imaginer que le message non-duel, que tout le monde, que vous avez tous, que vous connaissez par cœur, de non-séparation, était non pas un concept, une idée, une philosophie, mais une réalité. Tu vois, juste de dire, tiens, je joue à voir le monde en tant que présence et non plus en tant que Didier, etc. Et je me suis mis à jouer à ça, et quelques secondes après, c'était irréversible, parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais bon Dieu, c'est pas possible, c'est bien sûr que c'est ça. C'est juste de passer de « ça doit être un serpent » à « c'est un serpent », tout simplement. Et ça peut pas se faire en force, parce qu'il y a cette dissonance. Alors ça peut se faire avec le jeu. Ça doit être une corde.
Ouais, pardon, la corde. Je suis désolé. Oui, c'est exactement. Qui dort ici? Non, est-ce que... Oui, c'est ça, c'est la corde. Est-ce que c'est une corde, de toute évidence? Ah, c'est une corde. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de possibilité de revenir en arrière, parce qu'on ne remonte pas après en réimaginant le serpent. La corde, elle devient une évidence. Mais comment on arrivait à cette conclusion que c'est une corde? Non pas en force, non pas en disant « Oh là là, il m'a dit que c'est une corde, si je ne le crois pas, il va me battre un peu plus. Mon ami qui me montre le chemin avec sa lumière », parce que ça ne marchera jamais, ça. Il faut que ça vienne de façon, je dirais presque... c'est un lâcher-prise total, de dire c'est une vraie possibilité, c'est quelque chose que je vais accepter totalement. Okay? Mais si on dit ça avec notre expérience normale du monde, c'est presque la mort, c'est presque la disparition de quelque chose qui nous est cher, moi-même, et c'est très difficile. Par contre, si à un moment donné, on prend ça comme un jeu, en disant tiens, je vais jouer au jeu de la conscience, et bien à ce moment-là, le jeu peut devenir tellement prenant qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce que vous avez fait, vous-même. Oui. Vous avez joué. Tout à fait. Et j'ai perdu. Parce que j'ai perdu tout un pan d'une vie que je croyais vraiment exister. Cette existence-là n'existe plus, quoi, en fait. Donc c'est vraiment une perte. On est d'accord. Vous regrettez cette perte? Ah, pas du tout, pas une seule seconde. Mais bon, soyons clairs avec ça aussi, quoi, en fait. Juste très très vite, c'est pas revenir en fait à quelque chose de purement instinctuel, comme un animal. Enfin, je sais pas ce que vit l'animal, mais juste, voilà. Est-ce qu'il se pose les questions qu'on se pose? Est-ce qu'il a cette quête? Est-ce que le mental qu'on a ne nous entrave pas, justement, et que lui, il réagit en fonction de ce qu'il est et ce qu'il doit faire, agir en fonction de son environnement, point. C'est ça, mais il y a quand même l'aspect, ça ne dénigre pas du tout l'aspect humain. L'esprit humain avec toute la connaissance humaine, avec toute la culture, les arts, avec toute la différence qu'il y a par rapport à l'animal. C'est pas revenir à l'animal juste je bave pas devant la nourriture, enfin pas toujours en tout cas. Il y a vraiment cette dimension d'une autre forme qui s'appelle la forme humaine, qui est là et qui est resplendissante dans le sens où tout devient vraiment très très précis, mais d'une certaine manière c'est vrai, c'est un état naturel. En ce sens-là, il n'y a plus la surimposition d'une histoire, d'une entité séparée qu'on j'appellerais moi, tout simplement. Bonsoir. Ça a un rapport avec ce qui vient d'être dit. Vous avez dit tout à l'heure que vous utilisiez le mot conscience avec faisant attention. Et bien moi, ce mot m'a toujours gênée parce que je pense déjà conscience, ça veut dire avec le savoir. Je me sais. Et quand un être humain, un bébé se reconnaît dans la glace, peu d'animaux le font. Et on a l'impression que c'est à partir de ce moment-là qu'on se sépare. On se voit à l'extérieur, enfin, on se voit comme une image, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment un mot que moi, je n'aime pas du tout. Et par exemple, admettons que tous les êtres humains disparaissent de l'univers entier. Il reste les arbres, reste les cailloux, Est-ce que, pour autant, la vie n'existe plus? Bien sûr que non. Ça continue. Seulement, il n'y a juste pas de gens qui sont conscients d'eux. Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir qui prendrait peut-être plus de temps. J'imagine, enfin, que c'est un petit peu plus... Il y a deux réponses par rapport à la question, là, en fait. Hein. La première réponse, c'est par rapport au mot conscience, oui. Qui est... Bon, déjà, en anglais, c'est beaucoup plus clair, parce qu'il y a awareness et consciousness, donc ils définissent un petit peu deux choses différentes, quoi. Et en français, on n'a qu'un seul mot. Donc déjà, on est un peu plus embêté par rapport à ça. Ce dont je parle en tant que conscience, ce serait awareness, qui est en fait et ça, c'est très... Alors, on va faire un petit exercice. C'est la possibilité qu'il y ait une conscience antérieure à tout ce qui se passe, qui n'est même pas consciente d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a
c'est une potentialité, un champ, une capacité, en fait. Hein. Et ça, j'appellerais ça awareness, en fait, en anglais, quoi, en fait. Et par exemple, typiquement, quand on dort, donc il y a des, dans la nuit, dans le sommeil normal, il y a des rêves qui apparaissent. Donc il y a une possibilité d'un miroir, le miroir de la vie, la conscience qui se voit à travers l'histoire. Et il y a le sommeil profond. Le sommeil profond, il ne se passe rien. Ça semble être un trou noir, une espèce de néant. En réalité, si on arrive à mettre un peu le doigt sur ce qui se passe réellement, on s'aperçoit que ce n'est pas un néant total, que ce qui se passe là maintenant, là tout de suite, dans cette vie réveillée, est une apparition, une expression au sein de cette awareness, au sein de cette conscience qui est ce potentiel, qui est là tout le temps, qui est là dans le sommeil profond, qui est là dans le... Donc c'est pas, quand j'utilise le mot conscience, c'est pas, effectivement, ça peut être très vite dégradé, quoi, en fait, hein, comme un objet, d'une certaine manière, un objet, en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième réponse, c'était par rapport au monde qui existe en tant que lui-même. Et ça, c'est une exploration que j'invite à tout le monde à faire, parce que je crois que c'est important. Et ça a été... bon, je l'ai vu ces dernières années où je me suis occupé de plusieurs groupes, plusieurs personnes. Et bien que le message était compris à 100%, il y avait encore une espèce de séparation à un certain niveau qui faisait que le déclic n'arrivait pas à se faire. Et je me suis aperçu que souvent, c'était cette croyance d'un monde qui existe en tant que lui-même. C'est-à-dire, on dit, s'il n'y avait plus aucune personne, le monde existerait quand même. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que le monde n'est pas fait justement de cette unique matière qui est donc conscience, à défaut d'un meilleur présence, ou cela, on pourrait dire cela, et que quand c'est manifesté, le monde est là, et quand ce n'est pas manifesté, où est le monde? Il est là-bas? Il est quelque part? Il est à quel endroit? Est-ce qu'il existe en dehors de ça? Et donc, c'est pour ça que le serpent se concrétise par la peur de mourir, parce que... Cette croyance est un monde extérieur. Et du fait d'être extérieur, il est menaçant. On est bien d'accord? Donc tant qu'il y a là cette croyance même subtile dans un monde extérieur, là, quand je ne suis pas là, je suis pas là, le monde existe quand même. C'est quelque chose qu'il faut explorer, parce que c'est d'une manière subtile la création de la dualité. Et le fait d'être enfermé, enfin l'idée hallucinée d'être enfermé dans son corps. Bien sûr, bien sûr. Mais tout se déploie d'un coup. Hein. C'est pas comme si il y avait des gradations. Soit le monde est lu d'une façon duelle, c'est-à-dire ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Et c'est un peu comme le lait dans le thé. Si on met une goutte de lait, ça devient blanc, tout le thé devient blanc. Donc une petite partie de lecture qui reste d'une manière subtile. Une autre façon de créer de la dualité de manière super subtile, c'est ce qu'on appelle la position du témoin. Je pense que tous vous en avez entendu parler, de dire à un moment donné, à travers notre compréhension, notre détachement par rapport au monde, je suis Brahman qui regarde les petits objets, les petits humains qui sont aux alentours, et je suis détaché, etc. Des fois, c'est important de passer par là, et ça a une certaine valeur, c'est sûr, mais c'est une dualité à 100%. C'est pas la fin du chemin, c'est une étape peut-être. Et à un moment donné, peut-être, il vient d'une façon évidente que ce qui est vu n'est pas différent de ce qu'il voit. Pour le micro. Ton angle de caméra, tu vois des choses dans ce micro? Alors, je repose la question avec le micro. Donc, selon ton angle de caméra, en tant qu'awareness, tu vois quelque chose dans le sommeil profond? Alors, j'ai pas dit ça, attention. Hein. Non, mais tu as dit qu'il y avait... Voilà. Et donc, tu perçois... Non, ce que je perçois, là maintenant, c'est que si là, tout de suite,
la pointe de l'attention va à mon essence, à la seule chose qui est réellement, qui est en fait cette capacité au monde d'exister, je reconnais que cette capacité-là n'est pas inclue dans le temps et est là en permanence. Et alors à ce moment-là, je regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ok, cette capacité est intemporelle, n'est pas engagée dans le temps. Donc, au sein de cette capacité, je peux voir là maintenant, pas dans l'histoire, c'est pas Didier qui voit dans l'histoire, c'est ce que je suis réellement, peut voir que ce qui se passe au sein de l'histoire, dans la partie, la sous-histoire qui s'appelle sommeil profond, est tout simplement ce qui se passe déjà là maintenant dans le soi-disant moment éveillé ou le moment de rêve, où c'est la même chose, c'est le même substrat dans tous les cas de figure. Et donc, il n'y a pas de discontinuité, mais par contre, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas au sein du sommeil profond, il n'y a pas d'idée qui est conscient de quelque chose ou de rien ou de quoi que ce soit. C'est juste d'essayer de voir que le sommeil profond de tous ici, de tous, notre sommeil profond, il existe là, maintenant, là, tout de suite, il est là. Et c'est la seule chose qui est réelle. Oui, donc c'est ça, c'est pas une expérience, mais ça fait partie du concept tel que tu la conçois de justement cette awareness. C'est pas lié à l'histoire du tout. L'histoire, elle décrit des tas de choses. Ce sont des formes. C'est la tasse, l'assiette. Mais en tant qu'argile, est-ce que l'argile est touchée par rapport à ça? L'argile, bon, c'est une métaphore. Attention, on ne va pas aller trop loin avec ça. Mais est-ce que l'argile est concernée par la forme qu'elle prend? En l'occurrence, la forme, typiquement pour nous tous, c'est une forme d'état de veille, voilà ce qui se passe là maintenant, état de rêve éventuellement, et quelques états de sommeil profond. Alors, on considère qu'on est une partie qui va à l'intérieur de cette histoire, qui existe à l'intérieur de cette histoire et qui va d'un état à l'autre. Je dors, je rêve, je suis dans le sommeil profond, je me réveille et je continue, etc. Mais à aucun moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Tous ces états apparaissent en nous-mêmes, qui est inchangé, quel que soit l'état. Cette métaphore de l'argile, comment dire, c'est pas comme ça qu'on la reçoit d'habitude. Cette peur de la mort, comme ça, moi j'ai l'impression que tout disparaît, quoi, que c'est pas comme l'argile justement. L'argile, on se dit si l'assiette est cassée, quelque part on sent l'argile qui est toujours là dans sa substance. Non, nous, notre vie humaine, quand elle se désagrège, mais on n'a pas de vie vraiment énormément. On n'a pas de vie humaine. C'est une histoire qu'on se raconte. Comment cette métaphore de l'argile peut nous aider? Alors la métaphore de l'argile, elle vient juste du fait. Bon, on est d'accord, c'est une métaphore. Hein, alors il y a des limitations énormes. Elle vient juste du fait qu'on a l'impression que les formes différentes définissent des choses différentes. C'est-à-dire typiquement une forme, une autre forme, une autre forme, et que pris juste avec la vision de la forme, une tasse, une assiette, on dit il y a deux choses. Jusqu'au moment où on réalise que la seule chose qui existe réellement, c'est l'argile. Elle n'est pas différenciée à un endroit ou à un autre endroit. Ok, bien sûr, dans la réalité du monde avec de l'argile et des tasses, il y a l'espace entre et tout, mais si on prend juste la matière elle-même et la forme, on est souvent en permanence halluciné, omnubilé par la forme. Cette forme-là, cette forme-là, cette forme-là, cette pensée. Les formes, c'est les pensées, c'est les croyances, toutes ces formes-là, en oubliant en permanence que la matière elle-même, elle est unique, elle est d'une simplicité incroyable, elle est partagée par tous, et on la rate en permanence. On la rate en permanence. On peut dire qu'on vit un peu dans l'illusion. Ça, c'est sûr, on peut dire. Ça, c'est sûr. Mais alors, voilà, au sein de l'illusion, il y a quand même une histoire qui s'écrit, et au sein de l'histoire, il y a des comme
comme un code de la route, quoi. En fait, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent, il y a des événements, il y a l'aspect social, etc. Et ça fait partie de l'histoire, et c'est pas à rejeter non plus. Donc, l'illusion n'est pas l'illusion de cette histoire, l'illusion est l'illusion de la lecture de l'histoire. Hein, c'est pas que je dis tout est illusion et rien n'existe. En fait, il ne s'est rien passé. D'une certaine manière, il ne s'est rien passé. Mais au sein de l'histoire, la réalité de l'histoire est là et elle peut être lue d'une façon illusoire ou d'une façon, je ne voudrais pas dire réelle parce que c'est un peu, ce serait presque une prétention, mais où une partie où cette partie illusoire n'existe plus, quoi, en fait. Alors ce qui reste, je ne sais pas. Mais c'est une possibilité de perdre le côté illusoire et de voir juste la vie telle qu'elle est, simplement. C'est pas, vous pensez que je vois autre chose que ce que vous voyez? Je vois exactement la même chose, je vis la même chose. Je peux aller prendre le métro comme vous après, il n'y a aucune différence. Donc c'est quoi la différence exactement? Elle est pas, la différence n'est pas au sein de l'histoire. On a parlé de la souffrance et la peur de la mort. Qu'est-ce qu'il en est? La peur de la mort, c'est un petit peu la peur de la tasse qui a oublié qu'elle est argile, qui, même si la tasse est cassée, l'argile sera toujours là, d'une manière différente, mais sera toujours là. Donc cet hypnotisme par rapport à la forme qui va se dégrader et qui va à un moment donné disparaître, crée la souffrance, la peur de la mort. Et donc, à partir du moment donné où notre point d'ancrage n'est plus un point d'ancrage virtuel, imaginaire, mais réel dans ce qu'on est réellement, immédiatement, la première information qui vient, c'est « mais je ne suis jamais né, je ne vais jamais mourir, c'est pas possible ». Je ne parle pas de ça. Bien sûr, cette chose-là va être née et mourir, mais c'est... Paradoxalement, c'est un peu encore une dissonance cognitive qui arrive là, si je dis que c'est anecdotique. Et donc la finalité de parler ou d'envisager la mort, en fait, elle n'existe que à travers cette croyance d'être un individu qui est né, qui va mourir. Et si ça disparaît, il n'y a plus de possibilité d'être concerné par ça. Parce que, bien sûr, au sein de l'histoire, je suis corps-esprit. Ce corps-esprit va tout faire pour avoir une vie agréable, ne pas souffrir, prendre de l'aspirine quand il y a un mal de tête, éviter de me faire écraser par des voitures. Il y a tout le phénomène de survie, le phénomène de passion de la vie qui est là, et de refus de la mort qui est là aussi, parce que ça fait partie du mécanisme. C'est comme ça qu'on survit. On respire une fois de plus, et une autre fois, et une autre fois. Le cœur bat une fois, une autre fois, une autre fois. C'est des mécanismes de survie qui sont là en permanence. Mais ça, c'est naturel. Ça n'a pas besoin d'être entretenu. Donc cette description de vie, avec ce mécanisme de survie, est sain, et naturel. Mais il n'y a que ça. La couche qu'on rajoute de pauvre moi qui est né et qui va mourir, ça n'a pas besoin d'être là. Ça ne fait aucune différence. Ça, c'est très loin quand même. Cette idée-là, je ne suis pas né, je ne vais pas mourir, c'est très loin de notre perception habituelle. Hein. Ben parce tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas s'appuyer là-dessus comme si c'était une évidence pour se dire « Ah ben oui, je suis idiot d'avoir peur de la mort ». Non. Voilà, c'est ça. Ça dépend du point de référence, quoi, en fait. Tant qu'il y a cette impression, cette expérience, je suis d'accord avec toi, cette expérience d'être un être existant séparément dans un monde qui n'est pas moi, la peur de la mort, elle va être là, ça c'est sûr. Et elle a toutes les raisons d'être, hein, parce que ça va être... et c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre point de référence dans lequel on peut tout simplement, non pas... s'arrimer, parce qu'on l'est déjà. C'est pas qu'on devient autre chose, on l'est déjà. Mais juste qu'on peut se souvenir. Se souvenir. C'est-à-dire juste de dire, mais
pourquoi je me suis pris pour la plante verte toute ma vie, en fait. Qu'est-ce qui... Ah non, je ne peux pas répondre. Ben non, je ne sais pas. Là, c'est ce qui se produit en ce moment fait partie de l'histoire et n'a aucun moyen de transcender ça, en fait. Quoi, en fait. La seule transcendance qui existe, c'est la réalité de notre existence et de reconnaître ça. Le pourquoi est limité à la forme de l'histoire qui est là, qui est très, très relative et très limitée, de toute évidence. Donc, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Est-ce que c'est de percevoir l'argile qui résout cette peur de la mort? Bien Ou sûr. est-ce que c'est de savoir qu'on n'existe pas et que quelque part on n'est déjà ni vivant ni mort? Si ça a du sens, que je demande. Oui, ça a du sens. On ne peut pas dire on n'existe pas, parce que ça va à 100% avec, contre notre expérience intime, totale de ce qu'on est réellement, parce que cette présence, cette existence, on ne peut pas la nier, elle est là pour tous. Donc de dire « je n'existe pas », ça n'ira, on ne peut pas aller très loin avec ça, parce que c'est pas vrai. Par contre, de dire « bon, ça c'est une donnée de base, je suis », mais le reste, est-ce que c'est réellement la façon dont ça se passe? Et à ce moment-là, il y a une possibilité de se souvenir de l'argile, de l'essence, et de pouvoir arrêter de se prendre pour une plante verte toute une vie, quoi, en fait. Donc c'est pas de dire je n'existe pas, mais c'est de dire je n'existe pas en tant qu'individu séparé, qui est la porte de sortie d'une certaine manière, quoi, en fait. Est-ce que j'existe? L'existence est, la vie est. Il y a cela, il y a quelque chose. Ça peut pas être nié. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout du temps imparti. J'ai des signes paniqués en face de moi. Juste une dernière remarque à propos de cette métaphore de l'argile et de l'assiette. Bon, si je la file, la métaphore, on pourrait dire donc il faudrait entre guillemets que l'assiette réalise qu'elle est argile en fait. Non. Non. Bon. L'assiette ne peut rien réaliser. Bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'une manière un peu différente que c'est l'argile qui se désassietterait? Bien sûr. Non, je suis complètement d'accord. C'est l'argile qui se souvient que c'est argile en arrêtant de se prendre pour une assiette. Voilà. Tout à fait. Ou alors avec la vague et l'océan, plutôt que de dire que la vague s'océanise, il faudrait dire que l'océan se dévaguise. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est de ça dont on parle. Ouais, mais ça, j'en suis conscient depuis longtemps. Hein. Non, c'est vrai qu'en parlant de ce message-là, ça donne forcément un vocabulaire un peu différent et puis des concepts différents. Et c'est vrai que heureusement qu'on est entre nous et qu'on se comprend, mais c'est pas forcément à mettre entre toutes les oreilles. Mes parents étaient assez effrayés en voyant mon livre, donc je comprends bien de quoi on parle aussi, quoi. Voilà, je crois qu'on est à la fin de cette session. Et puis, en fait, pour ceux que ça intéresse, demain et après-demain, il y aura une suite plus pratique, plus concrète d'exploration, puisque c'est un mot que j'aime beaucoup, et de désascétisation. C'est difficile à prononcer, mais je vais m'entraîner. Parce que il n'y a que ça qu'on peut faire réellement, quoi, en fait. Et c'est même pas nous qui le faisons, c'est l'argile elle-même, quoi, en fait, quoi. Voilà, merci d'être venu en tout cas. Merci. Voilà.